Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 116 jours, c'est le délai moyen pour obtenir un rendez-vous en psychiatrie de l'enfance ou de l'adolescence en France. Alors mieux vaut s'informer pour comprendre ce qui arrive aux enfants ou aux ados qui semblent souffrir psychiquement. Olivier Bonneau vous y aide, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, toute cette semaine, on réveille notre culture générale sur un thème bien connu en France, celui de Jules César. Question du jour, à Rome, le conclave s'apprête à désigner un nouveau souverain pontife, ça commence dans 2 jours, mais ce titre a-t-il toujours été réservé au pape? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Alfred de Montesquieu. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier, sujet du cours particulier du jour, l'école de Santiniketan, c'est l'école que fonda le célèbre poète et philosophe indien Tagore au début du XXe siècle. Elle existe toujours, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Olivier Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, chef de service à l'hôpital Barthélemy-Durand dans l'Essonne et professeur à l'université Paris-Saclay. Vous publiez avec l'orthophoniste Laurence Olivier un très précieux manuel du pédopsie à l'usage des parents désorientés. Il vient de sortir aux éditions Marabout. Il est précieux parce que remarquablement clair et complet. Il est aussi précieux parce que rassurant jusqu'à un certain point du moins. Précieux enfin en raison du grand désarroi des parents confrontés à la crise de la pédopsychiatrie. Juste un mot là-dessus, je l'ai traduite en lancement de cette émission par ces 116 jours de délai d'attente. J'aurais aussi bien pu évoquer le faible nombre de pédopsies en France et leur moyenne d'âge. En fait, les choses, elles ne vont pas s'arranger de sitôt. Alors, pas vraiment, effectivement. On est à peu près 1500 psychiatres d'enfants et d'adolescents. Il est peut-être considéré qu'on sera 1000 d'ici 6 ou 7 ans, puisque globalement, 25% d'entre nous ont plus de 65 ans. Ce n'est pas mon cas, mais... Et donc, on a effectivement un vrai problème. Et on a en plus un problème de recrutement, d'attractivité du métier de psychiatre en général, mais effectivement de celui de psychiatre d'enfants et de l'adolescent, ce qui fait que non, les choses ne vont pas vraiment s'arranger. Et pourquoi, si vous deviez convaincre un jeune étudiant ou une jeune étudiante en médecine de choisir cette spécialité, vous lui diriez quoi, vous ? Alors en fait, on essaye de convaincre beaucoup. Ouais. On a lancé une campagne qui s'appelle Choisir Psychiatrie, dont il y a un site internet, www.choisir-psychiatrie.org. Avis aux amateurs. Allez-y, dessus il y a tout ce qui explique notre métier. Et pourquoi il est à ce point passionnant. Moi, je suis passionné par mon métier. Chaque jour, je fais des choses qui me plaisent. Et en fait, il est mal connu. Il est mal connu parce qu'on a une représentation un peu curieuse du psy ou du psychiatre. C'est un type un peu étrange, peut-être avec les cheveux très longs et avec un air un peu comme ça vaporeux, alors qu'on est une discipline extrêmement moderne qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Très marquée par la recherche, notamment en neurosciences, tout ce qui s'est passé autour du cerveau depuis 25 ans. Alors, il y a les neurosciences, il y a aussi énormément de progrès qui ont été faits simplement même dans la psychologie, la psychiatrie elle-même. Il y a l'intelligence artificielle qui va nous percuter et qui évidemment percute aussi beaucoup la psychiatrie et sur laquelle à la fois on travaille sur l'acceptation en psychiatrie, mais également on travaille avec les gens qui fabriquent de l'intelligence artificielle. Vous savez que le grand patron pendant un temps de l'intelligence artificielle chez Google était un des plus grands psychiatres américains. Donc vraiment, on est une discipline très moderne, mais mal connue. Et si je me souviens bien, Mark Zuckerberg avait choisi une majeure psychologie à Harvard quand il était étudiant. Alors bien sûr, la lecture de votre livre, elle remplace en aucun cas la consultation d'un médecin, d'un psychologue ou d'un orthophoniste, mais il est rempli de conseils pratiques à destination des parents. Ces derniers, écrivez-vous, sont d'ailleurs vos meilleurs alliés thérapeutiques. Alors oui, moi je m'appuie beaucoup sur les parents, d'abord parce que c'est les plus grands spécialistes de leur enfant. À un moment donné, quand on s'occupe d'un enfant au quotidien, on le connaît mieux qu'un pédopsychiatre, fût-il très bon, que vous voyez, surtout au début, et même si vous le voyez régulièrement, de toute façon. Simplement, bon, le pédopsychiatre, il a quand même une formation particulière, une formation de médecin, et il est capable de détecter des troubles, et éventuellement, bien sûr, de les soigner, de les prendre en charge. Donc c'est un peu ça. Mais les parents, moi j'en ai vraiment besoin pour comprendre ce qui se passe pour l'enfant, et puis comme allié thérapeutique dans la prise en charge. Sachant que la prévalence des maladies, des troubles de santé mentale qui nécessitent une aide psychologique ou psychiatrique est quand même importante, un enfant sur 6 ou 7, écrivez-vous. Oui, en effet. Alors, on a toutes les chances de croiser ça. Normalement, ça touche globalement tout le monde. C'est-à-dire directement ou indirectement, tout le monde connaît un enfant qui peut avoir besoin d'un psychiatre ou d'un psychologue. C'est comme ça. Pour un certain nombre de raisons, il y a quand même des troubles plus fréquents que d'autres. Les premiers, ce sont les troubles oppositionnels. C'est quoi les troubles oppositionnels ? Alors en fait, tout ce qui est... On a une catégorie qui est un peu curieuse, qui s'appelle troubles oppositionnels avec provocation. C'est pour ça que je vous demande. Tout est dans le nom. Ouais. C'est des enfants qui sont donc opposants et provocateurs.
Alors, c'est des enfants, enfin, voilà. ou des ados, pardon, de caricaturer. Alors en fait, en psychiatrie, en règle générale, et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence, c'est toujours pareil. Tous les enfants ont globalement tous les signes qui sont décrits dans le livre. C'est ça. C'est ce que je me suis dit en vous lisant. Et quand je faisais mes études de médecine... Pensant aussi bien à moi qu'à mes enfants. Voilà. Moi, quand je faisais mes études de médecine, on me disait tout simplement, c'est pas très grave de se retrouver un peu dans tous les chapitres. Ouais. Le gros problème, c'est de se retrouver que dans un seul chapitre. Ce que vous écrivez à un moment. Absolument. Et c'est vrai que la question la plus importante, c'est celle du retentissement. C'est-à-dire que si ça devient perturbateur dans la vie de tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut creuser. Les troubles émotionnels, troubles anxieux et dépressifs, très forte prévalence aussi, 5,6%. C'est impressionnant, effectivement. Et ça monte. Ça monte, notamment depuis une dizaine d'années. Ça s'est accéléré, évidemment, après la crise Covid, de la même manière que les troubles dépressifs. Et c'est important sur les troubles anxieux parce qu'on a l'impression qu'être anxieux est quelque chose de naturel. Et c'est pas très grave, vous êtes comme ça, c'est votre tempérament, votre mode de fonctionnement. En réalité, non, l'anxiété, c'est une espèce de poison lent qui vous détruit, une partie du cerveau qui vous détruit parfois, vous le savez, quand on est adulte, qui donne des ulcères ou des troubles cardiovasculaires. Et donc, il faut prendre en charge, et on a des méthodes de prise en charge. Des troubles en augmentation ces dernières années, le disiez-vous, les causes sont multiples, vous refusez à en choisir une plutôt que l'autre, mais vous attribuez quand même une responsabilité particulière aux écrans. Alors, oui, et puis c'est effectivement... Alors, pas spécialement sur les troubles anxieux d'ailleurs, hein, je le dis. Non, en général... Là, je parle des troubles en général. En général, oui. Alors, c'est effectivement le grand sujet du moment. Est-ce que les écrans sont responsables de tout ce qui se passe ? Une nouvelle étude, une nouvelle recommandation qui vient de sortir la semaine dernière. Voilà, pas d'écran, elle est formelle cette fois, pas d'écran avant 6 ans. Pas d'écran avant 6 ans. Alors, la réalité, c'est que c'est quand même toujours un peu difficile d'analyser un phénomène en mouvement. C'est comme ça, les sociologues le savent très bien. On l'a vu pendant la crise Covid, quand quelque chose se passe, c'est pas toujours facile d'analyser. Il y a plein de facteurs qui interviennent dans la montée des troubles psychiatriques en général. On cite l'éco-anxiété, probablement la crise, le monde qui va mal, les guerres qui est un peu partout. Probablement également des aspects plus sociétaux, de questionnement et autres qui sont actuels. Et puis, cette question d'écran qui est importante. Ce qu'on sait, c'est que la consommation d'écran a beaucoup augmenté, dans le même temps où les troubles psychiatriques augmentaient. Donc on se disait, tiens, il y a peut-être un lien. Il y a peut-être une conséquence. Relation n'est pas corrélation, mais... Voilà. Et il y a quand même probablement une conséquence des écrans qui serait peut-être presque une forme de causalité, qui est l'isolement. En fait, les écrans isolent. Ils isolent du contact humain. Vous voyez, là, on discute, on est ensemble, c'est quand même beaucoup plus agréable. On se regarde, ce qui est extrêmement important dans tous les apprentissages de l'enfant, dès le nourrisson, d'ailleurs. Hein. Il apprend énormément. Tout à fait. Et c'est pour ça que cette recommandation avant 6 ans, moi, j'y souscris d'une certaine façon, parce que au tout début, on apprend l'enfant, ce que j'essaye de décrire. Au début, il ne connaît pas très bien les interactions. Il va s'entraîner un peu à interagir, à voir si je fais trop long, si je fais trop court. Je m'adapte à vos mimiques et à ce que je ressens. Et ça, je ne peux l'apprendre qu'avec un être humain, sûrement pas avec un écran. Une des premières difficultés quand on est confronté à des troubles psychiques chez son enfant, c'est qu'on aimerait bien comprendre quand on est parent. Or, et ça, vous le répétez à plusieurs reprises dans le livre, les explications simples n'existent pas. En fait, chaque trouble correspond à un cocktail assez complexe, vous venez de le dire d'ailleurs, à l'instant, de facteurs environnementaux, mais aussi génétiques. Enfin voilà, c'est toujours compliqué à décoder. En fait, oui, l'idée de ce livre, c'était de se dire, il y a des tonnes et des tonnes de petits conseils qu'on peut trouver à droite et à gauche sur Internet, mais qui ne correspondent pas complètement à votre enfant. Pour pouvoir les adapter et qu'ils correspondent à votre enfant, il faut quand même comprendre un peu ce qui se passe pour lui. Et on ne peut pas comprendre de manière rapide et de manière simple. Les problèmes simples n'ont pas toujours une solution simple. D'autant moins que les mots, les symptômes, la verbalisation, quand les gens arrivent dans votre cabinet devant vous, c'est à peu près toujours les mêmes. Il ou elle ne travaille pas, il ou elle s'oppose. Alors tout ça peut renvoyer des pathologies extrêmement différentes. Oui, c'est ce qui est amusant. C'est-à-dire, en fait, moi, le motif de consultation pour venir me voir... Sherlock Holmes. Voilà, je dois essayer de décrypter. Ouais. On vient me voir toujours pour la même raison. Il ne travaille pas à l'école ou il est désagréable. Ouais. Très bien. Et ensuite, derrière, il peut y avoir énormément de choses. Et même les mêmes signes peuvent avoir des valeurs différentes en fonction de la raison, ou en tout cas du contexte psychique dans lequel la personne le fait. Dans les conseils que vous donnez, vous insistez sur le fait que les enfants grandissent à travers des grandes étapes et qu'il y a quelque chose qu'on peut faire très concrètement en tant que parent, que son enfant ait des troubles ou pas d'ailleurs, c'est de relâcher un peu la pression et notamment, on est sur School TV, de relâcher la pression sur l'école. Voilà, il n'y a pas la semaine où j'ai appris à lire, il n'y a pas la semaine où je connais ma table de multiplication de 9. La pression scolaire, alors on sait que les enfants français sont parmi les plus stressés d'Europe. On le voit bien, on a toujours un système de notes, c'est très compétitif, il y a une exigence de l'éducation nationale en général, même s'ils ont essayé
d'assouplir un peu, on fait plus de devoirs. Il y a moins de notes en primaire, théoriquement il n'y a pas de devoirs. Voilà, mais et du coup les parents aussi eux-mêmes peuvent avoir une exigence importante. Je pense qu'il faut laisser quand même effectivement les enfants un peu au calme et d'une manière générale ne pas mettre trop de pression sur ces enfants, même si on doit les pousser. Alors c'est toujours cette balance qu'il faut essayer d'avoir. Voilà, et on retrouve, alors je vais vous le montrer quand même vite fait, regardez. Donc c'est un livre, il y a des encadrés, c'est super vivant, avec des exemples, il y a des schémas, je pense que si j'ouvre au hasard, voilà, avec des tableaux pour se repérer. Donc c'est un livre qui est super agréable à lire, on peut le lire du début à la fin, on peut évidemment piocher, manuel du pédopsie à l'usage des parents désorientés. Le sous-titre dit opposition, crise, anxiété, difficultés scolaires, quand consulter et comment agir pour les enfants de 0 à 12 ans. Livre que vous avez coécrit avec Laurence Olivier, vient de sortir chez Marabout. On continue à en parler juste après l'Anti-Sèche. Vous aimez bien l'Antiquité, vous? Ah, j'adore. Vous avez une idée sur est-ce que le pape, c'est le premier souverain pontife? Non, allez, on va poser la question à Alfred de Montesquieu. Alfred de Montesquieu, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir toute cette semaine dans l'Anti-Sèche. Vous êtes grand reporter, essayiste et réalisateur. Vous avez réalisé d'ailleurs un super documentaire pour Canal, une série en 10 épisodes de 26 minutes sur Jules César. C'est disponible aujourd'hui sur MyCanal. Et vous publiez une enquête historique impressionnante. C'est vous qui le dites, sur la couverture du livre. Mais pour l'avoir lu, je confirme. C'est mon éditeur. C'est ça. Ouais, enfin, quand même, il y a votre nom. Moi, Jules César, les dessins sont de Neville. On va en apprendre plus sur Jules César grâce à vous pendant toute la semaine. Alors, première question, là, dans 2 jours, à Rome, va s'ouvrir le fameux conclave qui s'apprête à désigner un nouveau souverain pontife. Est-ce que ce titre de souverain pontife a toujours été réservé au pape ? Eh bien, bonne question. Merci de l'avoir posé. Merci de l'avoir posé. Souverain pontife, c'est un titre latin, effectivement. C'est Pontifex Maximus, c'est-à-dire celui qui dresse un pont pontife entre alors les hommes et les dieux, ou les hommes et le dieu aujourd'hui, mais en fait c'est un titre qui date de Jules César. Et le premier grand souverain pontife de l'histoire, c'est César. C'est César, grand prêtre. Ouais. Qui était grand prêtre, voilà. donc qui était à la tête de la hiérarchie des prêtres de Rome. Il y avait beaucoup de prêtres à Rome, beaucoup de dieux, parce qu'on le sait, hein, c'était les dieux de l'Olympe qui ont migré, si on veut, latinisé, romanisé, donc Zeus, Jupiter, etc. Il a voulu être prêtre dans sa jeunesse. C'est une histoire assez intéressante. Il était très malingre, assez fragile, et sa mère il était orphelin, mais sa mère était assez puissante et elle voulait le protéger. C'était une maman italienne, elle voulait le protéger, et elle a voulu qu'il devienne en fait prêtre de Jupiter. Flamine, ça s'appelait. Parce qu'il ne peut rien leur arriver. Parce qu'il peut rien leur arriver. Ils ne sont pas soumis à tous les aléas, les alliances politiques. Et on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas les envoyer au front et tout ça. Et donc en fait, César a failli ne pas être César, parce qu'il a failli en fait être en gros un planqué. Curé de campagne. Et enfin un curé de ville d'ailleurs, parce qu'il n'aurait pas eu le droit de quitter Rome. Il n'aurait même pas eu le droit de quitter le Pomerium, qui est l'enceinte sacrée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'est arrivé un dictateur très antagoniste, qui est Sylla, et Sylla lui a dit, écoute, soit tu me suis, soit tu rallies mon parti, soit je te détruis. Et César, du haut de ses 17 ans, orphelin, et tu divorces de ta femme, parce que sa femme était la fille d'un opposant politique qui s'appelait Cinna. Et César a eu la personnalité de dire, bah non. Et du coup, il a été radié des ordres, il n'est pas devenu Flamine, et effectivement, plus tard, il s'est vengé en étant élu Pontifex Maximus. 2 petits mots quand même sur cette époque. Il est élu, donc ça veut dire qu'il y a des partis qui s'opposent, et il est élu plutôt contre les optimates, c'est-à-dire contre l'aristocratie, les riches. Et il est élu plutôt avec le peuple. Ça, c'est quelque chose qui va être essentiel toute la semaine, on va le voir autour de César. C'est l'empereur du peuple. C'est le cœur de la psychologie de César. Il appartient à la vieille noblesse romaine, mais il est pauvre, et il appartient au parti populares, que par anachronisme on pourrait appeler la gauche actuelle, et face à lui il a les optimates, en latin ça veut dire les meilleurs, et c'est le parti, ou les boni d'ailleurs, ils ont 2 noms, ils ont un petit surnom qui est les bons et puis leur vrai nom qui est les meilleurs, et eux qui représentent la droite si on veut de l'époque, les conservateurs, et lui il arrive il fait changer les règles d'élection du souverain pontife, du Pontifex Maximus, avec ses copains pour être élu par le peuple. Alors il les fait changer et il aide un peu. Il les fait changer avec ses amis pour que ce soit un vote populaire, et puis après derrière il se lance dans une corruption effrénée, frénétique, pour être élu contre des gens qui sont, enfin lui est vraiment l'outsider, personne ne pense qu'il va être élu. Et vous l'avez dit, il vient d'une famille pauvre, donc il est obligé d'emprunter. Et ça va expliquer toute une partie de la suite. C'est-à-dire que Jules César, c'est quelqu'un qui est endetté toute sa vie. Donc il fait des conquêtes aussi, on va les raconter pendant la semaine, pour aller chercher de l'argent pour rembourser. En fait, il est dans une course à l'échalote. Il y a des phrases célèbres de César, l'une d'elles que j'aime beaucoup parce qu'elle est très contemporaine.
contemporaine, elle résonne aujourd'hui, c'est avec de l'or, on a des soldats, avec des soldats, on a de l'or. Il est tout le temps en train de chercher de l'argent pour pouvoir asseoir son pouvoir militaire et politique, et il est tout le temps en train d'utiliser son pouvoir, notamment militaire, pour rembourser les dettes d'avant. Et il s'appuie aussi sur l'homme le plus riche de Rome de l'époque, qui est Crassus, et avec qui il va affronter avec Pompée le triumvirat. Et d'un tout petit mot, il a alors, quand il est nommé Pontifex Maximus, souverain pontife, 35 ans, c'est une figure montante. Oui. Mais déjà très très combattue. En fait, tout le monde à Rome parle de César et c'est déjà une célébrité. Tout le monde a peur de lui, en fait. Voilà. Au début, tout le monde le ricane un peu, le méprise un petit peu. On va y revenir peut-être. Ouais. C'est un type assez fragile physiquement. Psychiquement, d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a un épisode psychique à Cadix. Je ne sais pas si on peut en parler, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis après, dès qu'il y a un coup d'État ou une rumeur de coup d'État, on prête qu'aux riches. C'est lui qu'on accuse. Aux riches ou à ceux qui ont emprunté beaucoup d'argent. Alfred de Montesquieu, merci. C'est chez Alary Éditions. Moi, Jules César, super bande dessinée, allez-y, je vous l'ouvre. Pareil, je fais au pif pour que vous vous rendiez compte. Regardez, moi, ces dessins, vous le devinez, je suis sûr, même s'il n'y a pas un très gros plan. C'est une vraie belle bande dessinée dans laquelle on apprend plein de choses. Les dessins sont de Neville, les couleurs de Vérane Otero. On se retrouve demain ? Volontiers. Question pour demain. Lors d'une violente tempête, Jules César dit à son pilote: que crains-tu ? Tu portes César et Fortuna. Qui était cette Fortuna mystérieuse ? Demain, pour le répondre, et on retrouve Olivier Bonneau. Grand oral. Toute une partie, Olivier Bonneau, du livre est composée de fiches qui prennent les maladies les unes après les autres. Dans chaque fiche, on trouve une explication du trouble, ses principes ou symptômes, qui consulter, les traitements qui sont proposés, et puis ce que nous parents, nous pouvons mettre en place à la maison. Alors, il y a évidemment des différences selon les pathologies, mais il y a quand même quelques constantes. La première, c'est l'importance du dialogue. Il ne faut jamais rompre le dialogue avec ses enfants, même si le trouble oppositionnel ou le trouble je ne sais quoi a des manifestations insupportable. Alors c'est parfois J'ai bien fait le insupportable. Oui, bon, ça sent un peu le vécu. Ça sent. C'est pas tant que ça en plus. On a souvent ce genre de situation où le dialogue est rompu. Ouais. Dans une famille. Alors c'est compliqué, une famille. Il y a une sorte de légende urbaine qui voudrait nous dire que d'abord élever des enfants c'est facile, c'est pas vrai, c'est difficile, et vivre en famille, surtout quand on n'a pas un espace immense, c'est pas facile non plus. Donc il y a des moments où effectivement le dialogue peut être plus difficile, où on a tendance à vouloir s'échapper, et évidemment on ressasse un certain nombre de choses, et quand on va pas bien et qu'on n'arrive pas à partager, ça devient plus compliqué. Donc il faut toujours essayer de parler. Et c'est très important. Alors, si je prends l'exemple de la dépression, c'est vraiment un bon exemple. Parce qu'un enfant qui se sent triste, on parle d'enfants de 0-12 ans, qui se sent triste, il ne sait pas trop ce qui lui arrive. Il ne connaît pas, il n'en a pas franchement entendu parler. Et on hésite à coller le mot de dépression sur un enfant, en plus. Et ça, vous le dites bien dans le livre. On a peur de le faire. Ouais. Pendant longtemps, on a pensé que ce n'était pas possible. Enfin, franchement, il n'y a pas de raison. Ils sont petits, ils ont la vie devant eux, ils sont en pleine forme. Pourquoi seraient-ils déprimés ? Et donc, il garde sa tristesse comme ça en lui. Il n'en parle pas. Et puis, si on ne lui pose pas la question, il ne va pas répondre. Il ne va pas dire « je suis triste ». Alors, il va l'exprimer différemment. Il va l'exprimer par une colère, une agitation, peut-être même une opposition. Donc, on va prendre ça pour autre chose. Notre réaction, naturellement, ça va être plutôt de le cadrer, de dire « arrête de faire des bêtises ». Time out, va dans ta chambre. Va dans ta chambre, time out, comme ça, de manière un peu automatique. Ouais. Et en fait, lui, il va rester de plus en plus triste. On a peur de lui poser la question. Et ça ira de plus en plus mal. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut poser des questions. C'est ça. Et ça renvoie à un deuxième conseil récurrent qui est d'encourager l'enfant, et c'est pas toujours évident, même quand on est adulte, à exprimer ses émotions, ce qu'il ressent. Alors en fait, on peut partager ses émotions avec un enfant. C'est-à-dire que bon, là, je suis content d'être avec vous. Je peux dire, je suis content d'être avec vous. Je partage, j'échange, et je permets à quelqu'un qui aurait un peu plus de mal à les exprimer de se dire, ah bah tiens, moi aussi, je ressens un peu la même chose. Donc ça, c'est important. Parce que les enfants qui ne parlent pas, ils ne parlent pas souvent parce qu'ils ont peur de la réaction que va avoir l'adulte. En fait. Et donc, il faut leur montrer qu'à la fois, on ne va pas s'énerver, ça paraît être le plus naturel, mais surtout que ça ne va pas trop nous altérer. Si vous dites « je suis triste, j'ai des idées suicidaires », vous vous dites « mes parents vont s'inquiéter ». Donc, il faut effectivement être inquiet et faire ce qu'il faut. Et le montrer, en plus. Faire ce qu'il faut. Il ne faut pas hésiter à le montrer. Il ne faut pas hésiter à le montrer, mais il faut montrer aussi qu'on est solide. Et qu'on sera là pour protéger. Et qu'on est le pilier, ça c'est le conseil qui d'une certaine manière l'emporte sur tous les autres. Aimez votre enfant, faites-le lui savoir, dites-lui que c'est inconditionnel. Oui, alors moi je pense, alors peut-être par naïveté ou par pratique professionnelle, l'un ou l'autre. Quelques années de... Un peu mélangé en fait, que c'est très important de dire à son enfant, de lui rappeler qu'on l'aime, que ce lien comme ça entre enfant et parent est en quelque sorte un lien indéflexible. Et ça, on ne le rappelle jamais assez à mon avis.
Pourtant, il y a des situations dans lesquelles c'est pas évident. Il y a des troubles qui, dans la vie quotidienne, rendent la vie quotidienne effroyablement chaotique. Il faut du calme, de la patience. Et là, vous dites, un des trucs, c'est prenez soin de vous, vous, parents. Oui, alors on a souvent un peu accusé les pédopsychiatres par le passé de culpabiliser les parents. Alors, c'est pas du tout mon propos. J'ai tout un chapitre, surtout les mères. Je me suis permis de faire tout un chapitre là-dessus pour dire, bon, les choses sont passées, on n'est plus du tout dans cette optique-là, et justement, on travaille avec les parents. Et en même temps, c'est aussi important que quand on a un enfant qui va pas bien, prenez les parents qui ont un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est avoir un enfant malade, dans l'ensemble, c'est ce qui peut vous arriver de pire. Donc, très souvent, il n'y a pas de bonne manière de réagir, mais très souvent, la tentation peut être de tout sacrifier pour lui, de ne plus prendre de temps pour soi. Et en fait, il faut s'occuper de soi. Raison pour laquelle, pardon, je vous interromps, et ça amène aussi, et c'est un sujet un peu tabou, mais à des séparations, des ruptures, justement dans ces situations-là. Oui, c'est-à-dire que si on donne trop, si à un moment donné on est trop... On n'en peut plus, j'allais dire, ça devient compliqué. À un moment donné. Dans le huis clos, voilà. C'est plus très bien, votre enfant se sent oppressé, vous vous sentez oppressé, et ça devient compliqué. Donc prendre du temps pour soi, ça n'est pas le voler à ses enfants, c'est peut-être permettre d'avoir un temps avec ses enfants de manière un peu meilleure sur le plan qualitatif. Un mot sur les différences garçons-filles. Il y a des troubles qui sont nettement genrés, comme les troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire, certains troubles du neurodéveloppement, le trouble du spectre de l'autisme qu'on vient d'évoquer, le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais là, parce qu'on voit moins, dites-vous, les symptômes chez les filles. Voilà. En fait, on pense de plus en plus qu'on voit moins les symptômes. Alors, c'est presque quelque chose un peu sociétal. On a pu considérer à un moment donné que certains comportements étaient habituels chez les filles, comme s'il y avait des comportements de filles, d'être un petit peu tête en l'air pour le TDAH, d'être un peu réservé pour l'autisme, ou éventuellement de ne pas manger pour être maigre pour les troubles du comportement alimentaire, et du coup ne pas les repérer au fond et considérer que ce n'était pas pathologique. C'est normal, c'est une fille. C'est normal, c'est une fille, c'est pas grave. Et puis aussi, il y a un autre aspect, c'est que tout ça, la psychiatrie pendant longtemps, comme d'ailleurs tout le reste du monde, a été fait essentiellement par des hommes. Et qui du coup avaient un regard sur les filles qui n'était pas tout à fait le même, et puis eux-mêmes n'étaient pas des filles. Et donc on a pu passer un peu à côté, on le voit maintenant qu'on s'intéresse à l'autisme adulte, au TDAH adulte, qu'au fond on a manqué, un regard plaqué qui est pas forcément on a manqué les évident. Diagnostics et on les fait maintenant un peu plus tardivement. Alors vous avez dit 1500 début d'émission, mais dans le livre j'avais lu 2000, mais enfin bref, en tout cas, moins de 2000, allez, psychiatres d'enfants et d'adolescents en France aujourd'hui, mais au total quand même 15 000 psychiatres, et puis un certain nombre de médecins généralistes. Est-ce qu'on peut quand même, au moins en première intention, se tourner vers elles et eux en cas de problème, en cas de doute sur la santé mentale de notre enfant, si on n'arrive pas à avoir un rendez-vous Oui, alors on peut se tourner vers les médecins généralistes qui, en général, enfin, ils le disent eux-mêmes, ont 30-35% de leur activité qui est consacrée à la psychiatrie. Donc, ils sont pas mal formés à la psychiatrie, ils connaissent bien. Et ils peuvent, d'ailleurs, ils peuvent acheter mon livre s'ils veulent en connaître plus, mais objectivement... Il faut le rebaptiser. C'est pas le manuel, je leur montre, parce que c'est le manuel du pédopsie à l'usage des parents désorientés. Donc, vous avez les parents, des médecins désorientés. Des médecins, des enseignants, tout ce qu'on veut désorienter. Toute personne qui a affaire à des enfants et à des ados. On est souvent désorientés face à la psychiatrie, il faut quand même le reconnaître. Et face aux enfants et aux ados, parfois. Mais on peut se tourner vers les médecins généralistes. Ouais. Effectivement, c'est le premier mode d'entrée. Pour avoir un avis tiers, c'est toujours très positif. Et en revanche, la porte d'entrée officielle du système, ce sont les CMP ou les CMPP. Mais là, vous dites, dans certains endroits, il y a jusqu'à 2 ans d'attente. Mais 2 ans d'attente, autant dire que la pathologie, elle a largement le temps de prospérer, de s'aggraver. Alors, c'est un énorme scandale. Franchement, moi, j'ai honte de dire que c'est 1 an ou 2 ans d'attente. Il y a des endroits où il y a même plus... Vous dites dans le livre, j'ai honte de l'écrire. Oui, j'ai honte de l'écrire. J'ai même honte de le dire aux parents quand je les vois. J'ai honte un peu pour la société parce que je crois qu'on ne l'accepterait pas en cancérologie. Vous voyez, si on vous disait « Ah ben non, le centre cancer, c'est 2 ans d'attente ». On ne l'accepterait pas. Ça ferait probablement la une de tous les journaux. Alors, ça l'a fait à une époque, mais il y a eu des plans cancer qui ont été soutenus par plusieurs présidents de la République. Il y a un Institut national du cancer. Il y a un INCa, absolument. Et depuis, ça marche mieux. Ça a été... il y a aussi plus d'argent qui est mis. Donc, il faudrait un plan santé mentale un petit peu robuste. Probablement, c'est demander un plan, peut-être un institut... quelque chose pour aider la santé mentale, ça c'est certain. Voilà, parce que ce livre ne va pas résoudre tous vos problèmes. Il vient de sortir chez Marabout, signé du professeur Olivier Bonneau et de Laurence Olivier, manuel du pédopsie à l'usage des parents désorientés. Mais il en résout quand même nombre de ces problèmes, à commencer par, il nous aide il est très rassurant, il permet de se situer, de comprendre. Merci beaucoup, Olivier Bonneau, de nous avoir éclairé dans cette émission, dans la quotidienne.
et Alfred de nous avoir éclairé sur Jules César. C'est l'heure chaque semaine de notre cours particulier. On prend un petit cours particulier sur la pédagogie. Et je vous invite à voyager. On va partir en Inde avec Marie-Olivier pour retrouver un grand philosophe. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, c'est un cours sur des pédagogues ou des pédagogies originales, intéressantes. Et on va voyager dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, on part en Inde avec Tagore, pédagogue indien célèbre, dont vous nous avez déjà un petit peu parlé, mais là, on va s'arrêter sur son œuvre. Oui, Rabindranath Tagore, naît en 1861 et meurt en 1941. C'est un grand intellectuel, une grande figure de la pensée indienne. Il était poète, musicien, philosophe, peintre, pédagogue. C'est d'ailleurs le premier écrivain asiatique à remporter le prix Nobel de littérature en 1913. Alors quand on en entend parler souvent, en tout cas ça a été mon cas, c'est notamment à travers son engagement contre l'éducation des colons britanniques. Oui, exactement. Trouver ouais. Cette pensée autoritaire et déconnectée de la vie réelle, de la sensibilité des enfants. Tagore rêve d'une éducation libre, poétique, ancrée dans la culture aussi, et la nature indienne, résolument donc ouverte au monde. Et c'est dans cet état d'esprit qu'en 1900, ils fondent une école, ce que j'ignorais. Ils fondent une école, effectivement, la première école expérimentale en 1901, dans un petit coin rural du Bengale occidental. Ils nomment ce campus Shantiniketan. En sanskrit, ça veut dire la demeure de la paix. Et au départ, l'école accueille 5 élèves, dont le fils de Tagore. Quels sont les grands principes de cette école? Alors, Tagore s'inspire des ashrams de l'Inde ancienne. Donc, les ashrams, ce sont des lieux de savoir reculés souvent en pleine nature. Il intègre aussi des idées progressistes de l'Occident, donc il y a un mix intéressant. À Shantiniketan, on apprend en liberté, il n'y a pas d'examen, pas de notes, pas de discipline militaire. Et comme dans les ashrams aussi, la nature sert de salle de classe. Donc on apprend tout simplement sous les arbres, au contact du vivant. Ça rappelle les écoles de la forêt si chères à nos amis scandinaves. Et absolument, et dont on parlait encore récemment. L'art est aussi un véritable principe pédagogique dans cette école de Tagore. Oui, alors vu le profil de Tagore, je vous ai dit, les poètes, musiciens, etc., c'est pas étonnant. La musique, la danse, la poésie, le théâtre et la peinture sont vraiment enseignés comme des matières très importantes dès le plus jeune âge. Et les enseignements reposent aussi sur un dialogue multiculturel et multicultuel. Il y a des enseignants qui viennent d'Asie, de Chine, du Japon, mais aussi d'Europe, qui vont faire classe à Shantiniketan. C'est assez singulier pour l'époque, on est au début du XXe. Au début du XXe, 1901, de jeunes enfants en âge d'aller à l'école élémentaire qui vont dans cette école de Shantiniketan. Oui. Mais 20 ans après, le public s'est élargi. C'est beaucoup élargi en fait. En 1921, cette école expérimentale devient le cœur d'un projet beaucoup plus grand qui s'appelle Visva Bharati, ça veut dire universalité de la connaissance en sanskrit. Et en fait, c'est la fondation d'une université, un grand campus. Les principes restent les mêmes. L'établissement souhaite incarner un idéal d'humanité universelle où les savoirs dialoguent entre eux sans frontières. Université qui existe toujours. Elle existe toujours aujourd'hui, toujours implantée à Shantiniketan, qui est vraiment devenue une ville indienne. Elle est composée aujourd'hui, cette université, ce campus, d'écoles primaires, secondaires, de départements universitaires aussi, sur les arts, sur la musique, sur les sciences sociales, sur les langues. Et elle est toujours caractérisée, cette université, par un fort ancrage international et un ancrage dans les arts. Tagore, qui est mort il y a plus de 80 ans, est-ce que son esprit flotte toujours à Shantiniketan? Toujours, absolument. On lui rend d'ailleurs souvent hommage. Il y a des festivals qui sont organisés à l'occasion du printemps, de l'hiver ou encore de la mousson. Et puis, il y a 2 ans, Shantiniketan est aussi a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à quel titre? Alors, c'est un site d'exception culturelle et éducative, puisqu'il incarne une vision de l'éducation fondée sur le dialogue entre les cultures, sur l'harmonie entre l'être humain et la nature, et puis sur une liberté créative et spirituelle. Et le campus comprend également des bâtiments historiques qui sont classés, des pavillons artistiques et des œuvres d'art. Merci, vous nous avez fait voyager dans le temps, dans l'espace, mais pas tant que ça, puisque tout ça reste très contemporain. Merci beaucoup pour ce cours particulier, chère Marie. On se retrouve la semaine prochaine. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Au maquillage, Emma Razafindra-Lambeau, Marine Plantek et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.